Au cœur de l'Asie du Sud-Est, le Laos ou République démocratique populaire Lao est 2 fois moins grand que la France. Le Laos n'a pas accès à la mer. À l'ouest, le Mékong lui sert de colonne vertébrale sur plus de 1000 km. Le reste du pays est en grande partie recouvert de hauts plateaux et de montagnes. Les montagnes laotiennes couvrent 70% du territoire et culminent à près de 3000 mètres. Le réseau routier est des plus sommaires et les communications reposent en grande partie sur le Mékong. Le Mékong, un géant de 4350 km, le 4e fleuve d'Asie par sa longueur qui prend sa source sur le plateau tibétain. Le Laos est un des pays les plus pauvres au monde, mais sa population compte parmi les plus jeunes d'Asie du Sud-Est. Avec 5 millions d'habitants, c'est aussi le pays le moins peuplé de la péninsule indo-chinoise. Malgré ses limites démographiques, le peuple laotien se compose de 49 ethnies différentes, aux traditions bien vivantes. Doté d'un patrimoine religieux exceptionnel, le Laos doit beaucoup à la ferveur bouddhiste qui anime 60% de la population. Cependant, aucune des grandes religions n'a pu y supplanter le culte des esprits. Toutes les expressions culturelles trouvent ici un terrain très favorable malgré la faible scolarisation. La moitié seulement des adolescents fréquentent l'école. La conscience nationale ne souffre plus désormais d'un lourd passé colonial marqué par la présence française et par l'interminable guerre du Vietnam. L'énorme potentiel d'un pays enclavé au milieu de puissants voisins suscite encore la convoitise. Heureusement, les institutions se stabilisent et leur démocratisation semble se profiler. L'exploitation de la forêt assure au Laos une appréciable source de revenus et de nombreux débouchés pour ses artisans. L'ancien royaume du million d'éléphants subit hélas les conséquences d'une déforestation qui appauvrit les sols. Mais les rizières et les eaux poissonneuses du Mékong entretiennent un important capital alimentaire. La configuration du terrain et le vaste bassin du Mékong ont permis de développer une production d'énergie hydroélectrique. Mais des pans entiers de l'économie restent très rustiques. Petit à petit, le XXIe siècle fait néanmoins son entrée dans le paysage. Le Laos se tourne vers l'extérieur. Le pont de l'amitié qui le relie à la Thaïlande est le symbole de cette ouverture. Aux confins du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande, le Triangle d'Or. Une région dont les limites s'estompent dans la confusion brumeuse des frontières et des règles. C'est la région de tous les commerces, de tous les trafics, car il suffit de franchir le fleuve pour changer de pays, changer de loi. La taille du casino construit côté birman, au milieu de nulle part, donne la mesure des profits que l'on peut réaliser ici. Le Mékong n'est pas toujours un fleuve tranquille. La Thaïlande s'éloigne et le Laos s'approche. Sur plus de 1000 km, le fleuve trace la frontière entre les deux pays. Ici, pas de pont. La traversée s'effectue à bord des pirogues à moteur qui accostent à Hue Sai. Autre pirogue, autre moteur. Pour descendre le fleuve et raccourcir les distances, rien ne vaut les speedboats, des engins ultra rapides qui semblent voler au-dessus de l'eau. En saison sèche, la navigation n'est pas sans risque en raison des rochers et des hauts fonds. En effet, le niveau du fleuve peut baisser de plusieurs mètres. Coque en acier et moteur surpuissant, les speedboats qui atteignent souvent les 80 km/h sont devenus le moyen de déplacement le plus efficace dans cette région. Rançon du progrès, le vacarme des échappements libres qui cependant ne perturbent pas tous les riverains.
Au bord du fleuve, avant d'accéder au village Yao, il convient de se débarrasser de ces ondes négatives. Un hôtel est prévu à cet effet le long du chemin. Les Yao sont arrivés de Chine au début du 19e siècle. Ils se cantonnent dans le nord du pays et vivent en principe au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Mais l'épuisement de la terre les oblige à descendre dans les vallées où ils installent leurs habitations à même le sol. Dans cette ethnie d'agriculteurs, le porc est une valeur sûre. C'est un plat de fête, mais aussi la monnaie d'échange qui scelle un mariage. La plupart des Yao sont semi-nomades. Ils déplacent leur village lorsque les ressources de l'endroit sont épuisées. Au milieu de familles généralement très nombreuses, les bébés portent un bonnet garni de pompons rouges. Le rouge symbolise le bonheur en Asie et chaque pompon représente un vœu, richesse, prospérité ou longévité. Chez la jeune femme, les dents en or témoignent du rang social. Le système agricole des Yao repose sur le riz, mais la culture du pavot et la production d'opium font partie des traditions. Le gouvernement interdit la culture du pavot, mais imposer une telle règle ici implique un effort sur le long terme. Autre tradition, la broderie. Dès leur plus jeune âge, les femmes excellent dans la réalisation de motifs complexes qui enrichissent le pantalon du somptueux costume traditionnel. La confection d'un pantalon exige 2 années de travail minutieux. Les Yao sont une des ethnies qui composent le peuple laotien, et celui-ci ne se confond pas avec les Lao, qui représentent la moitié de la population. Les Lao eux-mêmes se répartissent en une mosaïque très complexe d'ethnies différentes. Sur la première moitié de son parcours au Laos, le Mékong se ferait un passage négocié entre des berges rocheuses. Sur les rives escarpées du fleuve, les tâches les plus rudes s'accomplissent souvent avec le renfort de l'éléphant. Pour le nombre de ces éléphants domestiques, le Laos rivalise avec l'Inde, la Birmanie et la Thaïlande. Il existe encore des éléphants sauvages au Laos. Ceux qui ont été domestiqués font des merveilles pour assurer le transport d'arbres ou de personnes. Pak Beng, le bout de la route du bout du monde. Un petit port au confluent du Mékong et de la rivière Beng, où transitent les marchandises échangées avec la Chine par la route qui porte bien son surnom. Après la Thaïlande et la France, la Chine est le 3e partenaire économique du Laos. Les guest houses qui dominent le port affichent un large sourire car le village de Pak Beng est un lieu de passage quasi obligé pour tous les habitants de la région. Au marché local, les représentants des nombreuses minorités ethniques rehaussent les étals de couleurs et de saveurs déconcertantes pour les palais occidentaux. La taupe se prépare au barbecue. Le poisson-chat, très prisé pour sa chair délicieuse, se pêche d'avril à mai lorsqu'il remonte le fleuve pour aller se reproduire. Il existe dans le Mékong des poissons-chats géants pouvant atteindre 3 mètres et 300 kilos.
Le village Kamou se niche dans les montagnes de moyenne altitude selon une organisation rigoureuse. Les Kamou possèdent des origines khmères, voire indonésiennes. C'est pourquoi leurs yeux sont moins bridés que ceux d'autres ethnies. Les Kamou construisent des maisons sur pilotis, aux cloisons soigneusement tressées. Malgré leur sens inné de l'adaptation au milieu, les Kamou souffrent de préjugés de la part d'autres groupes ethniques qui les considèrent comme des domestiques. Le gouvernement a beaucoup fait pour supprimer cette injustice, par exemple en favorisant la scolarisation des enfants. Par leurs élégantes proportions et leur fonctionnalité, les habitations Kamou sont exemplaires. Un grenier abrite les céréales et des plaques métalliques autour des pilotis empêchent les rongeurs d'y accéder. Naguère, pourtant, les Kamou ignoraient encore l'existence des clous, de la scie ou de la colle. Mais leur ingéniosité faisait des merveilles. Ils se sont inventés des ustensiles de cuisine et ont largement rattrapé leur retard en maîtrisant le travail du métal. Les Kamou compensent leur faible niveau social par un savoir-faire unanimement apprécié. Le niveau social des Kamou est faible, mais leur talent en bricolage leur permet d'accéder à un minimum de confort. Coincés entre la rive rocailleuse et la forêt dense, les riverains cultivent de minuscules parcelles pour améliorer leur ordinaire. Bien que le nom laotien du Mékong signifie mer des eaux, la tradition populaire le considère comme un dragon imprévisible. En saison sèche, le niveau du Mékong descend beaucoup et il faut faire très attention pour la navigation. Je repère les rochers et les hauts fonds avec les remous et les courants. C'est avec la pratique et l'expérience qu'on arrive à sentir les dangers. Près de la moitié de la population laotienne vit dans la vallée du Mékong, qui concentre la plupart des terres cultivables. Les caprices du fleuve en période de crue compliquent cependant le travail. Ces eaux sont chargées d'alluvions arrachées aux terres situées en amont. À l'endroit où le fleuve dessine un coude orienté vers la Thaïlande, un énorme pic calcaire abrite les grottes de Pak U. Celle-ci héberge plusieurs milliers de statues de Bouddha offertes par les fidèles. La plupart sont des ex-voto. On commence par faire une obole, puis on choisit au hasard un bout de papier recouvert de prières. Il faudra lire ces prières pour augmenter ses chances de voir exaucer son vœu. Le poisson d'eau douce représente une part importante dans l'alimentation des Laotiens. Les quantités sont telles que les exportations sont possibles. Si les habitants de Ban Phanon connaissent la prospérité, c'est aussi grâce à leur talent pour distiller l'alcool de riz, conservé dans de grandes jarres, et grâce à la qualité de leurs textiles. Les femmes tissent soie et coton, ce qui leur procure un revenu d'appoint très appréciable.
confluent du Mékong et de la rivière Kan, la ville de Luang Prabang domine le nord du pays. Elle est le haut lieu des traditions et du bouddhisme au Laos. 5 heures du matin, au pied du mont Fusi, le Mékong somnole encore. Et c'est l'arrivée du cortège des bonzes, des moines bouddhistes qui arpentent les rues pour collecter leurs moyens de subsistance, principalement du riz cuit. Le bouddhisme impose de gagner des mérites en faisant le bien. Par respect pour les bonzes, il convient de se placer dans une position d'infériorité. Les bonzes dépendent de la charité des fidèles pour assurer leur subsistance, même s'ils ne font que 2 repas par jour. Une fois la quête terminée, ils regagnent leur monastère. 7 heures du matin. Les rayons du soleil révèlent sur les berges de la rivière Kan d'étonnantes cultures en terrasse dans l'enceinte même de la ville. Longtemps isolé par le relief et enchâssé dans un site magnifique, Luang Prabang fut capitale royale jusqu'en 1975. Le temps semble y avoir marqué une longue pause, et les maisons coloniales françaises ont conservé leur couleur désuète. Pour l'UNESCO, cette ville est la mieux préservée du sud-est asiatique. En 1995, elle a été consacrée au patrimoine de l'humanité. Le grand nombre d'édifices religieux rappelle le passé éblouissant de la cité et son rayonnement culturel et religieux. Le Prabang, le Bouddha d'or qui a donné son nom à la ville, est désormais abrité par le Wat Pho Phra. Le temple a été construit dans l'enceinte de l'ancien palais royal qui abrite aujourd'hui un musée. Surnommé le monastère de la ville dorée, le Wat Siang Tong forme un sanctuaire composé de différents éléments. L'ensemble date du XVIe siècle. Les peintures dorées, exécutées au pochoir, racontent les exploits d'un roi légendaire. La vie de Bouddha et plusieurs de ses épisodes marquants ont inspiré la décoration. Entre autres, l'arbre sous lequel Bouddha reçut l'illumination. À l'intérieur d'une chapelle, les murs rouges sont ornés de scènes rurales exécutées en mosaïque de verre d'inspiration japonaise. La construction abrite une très ancienne statue de Bouddha couché, dont une reproduction en bois a été prêtée à l'exposition de Paris en 1931. La réplique du temple fit également le voyage de Paris. Au Wat Mai, construit au XVIIIe siècle, comme au Wat Pa Wak, la décoration est entièrement consacrée à la vie de Bouddha ou à l'histoire du pays, relatée à travers des scènes de guerre et d'autres, plus pacifiques, de la route de la soie. Parfois, l'enceinte des monastères est le théâtre de petits complots. Intrigués les bonzes? Peut-être pas. Car ils savent comploter eux aussi. Que se passe-t-il? C'est la mi-avril. On fête le Pimai, le nouvel an lunaire, en s'aspergeant copieusement d'eau. À l'origine réservé aux statues de Bouddha, c'est le grand nettoyage de printemps.
Tout le monde participe. Personne n'est à l'abri. De toute façon, cette eau purificatrice sèche vite car c'est la période la plus chaude de l'année. On vient de loin pour fêter le Pi Mai à Luang Prabang. Toutes les ethnies du pays sont représentées. Et pour l'occasion, chacun a sorti ses plus beaux atours. La ville devient un immense marché populaire où les petits commerçants vendent leurs produits dans une ambiance de kermesse. Et avec un peu de réussite, on multiplie ses gains. Les 10 heures de bonne aventure sont ici des bonzes qui bénéficient de l'inspiration divine. On gagne des mérites en libérant de petits oiseaux et l'on étanche sa soif au jus de canne pressé. Des régions les plus reculées, les artisans viennent faire l'étalage de tout leur talent. Tout se vend et le prix, c'est le prix. La fête de Pi Mai réunit les familles en provenance des 4 coins du pays pour un mélange de foire du trône et de fête de l'humanité. Le Laos change, les traditions restent. Alors que les biens de consommation courante se répandent pour le bien-être de tous, les objets faisant référence aux coutumes sont toujours bien présents. Sous d'autres cieux, les manèges seraient de véritables antiquités fonctionnant au système D. Moyen de propulsion, le ventilateur. Attention, ça décoiffe. Un tournoi de football. Tout est bon pour inciter les différentes régions à être présentes au Pi Mai de Luang Prabang. Et le soir venu, place au folklore, avec des danses aux nuances aussi nombreuses que les ethnies du Laos. Mais il est un moment où sortent les plus beaux costumes d'apparat. Un moment attendu par tous. Le signal est donné par le lancer des ballons et le son du gong. Le grand défilé. Plusieurs jours d'affilée, des parades colorées sillonnent les rues. Le Laos traditionnel et débonnaire y côtoie les références historiques et politiques dans une débauche de gestes et de sons. Le Mékong, lui aussi, bouillonne d'une effervescence inhabituelle.
Sur la rive ouest a lieu une compétition extrêmement populaire, le concours de stupa. Le limon du fleuve sert à l'édification de Tat, le stupa laotien. Dans l'architecture bouddhique, le stupa est destiné à la conservation des reliques. La fête est accompagnée de la cérémonie du bassi. C'est là que les 32 esprits du corps humain, représentés par des fils de coton blanc, sont attachés aux poignets pour assurer santé et sécurité. Pour faire le plein de mérite, les fidèles relâchent des poissons dans le fleuve. La fête de Pimaï a commencé par l'eau purificatrice. Elle se termine dans l'eau nourricière. En quittant Luang Prabang vers le sud, le paysage s'ouvre et laisse la place aux cultures qui font vivre 80% de la population. Le bois de teck est le plus demandé à l'export et le plus rémunérateur. Il faut pourtant être patient car cet arbre grandit très vite mais ne grossit qu'à partir de 30 ans. Une autre espèce d'arbre est utilisée pour fabriquer une pâte à papier artisanale. La matière première pour faire de la pâte, c'est l'écorce d'un arbre qu'on appelle ici l'arbre sa. Nous avons une plantation de ces arbres à côté de l'atelier. Et pour la décoration, on utilise des fleurs naturelles. Le sa est un mûrier originaire du nord du Laos. Son écorce est réduite en pâte bien plus facilement que la pulpe de bois. La préparation est très simple. Il suffit d'un mélange homogène dont on extrait les impuretés. Ajouter un sens artistique certain et laisser sécher sans presser. Les femmes, toutes générations confondues, font ici du métier à tisser l'outil d'un artisanat très élaboré. Les fils de leur inspiration ne sont pas faciles à démêler car chaque région et chaque ethnie possède son propre style. En général, les tissages du Nord reproduisent des motifs géométriques plutôt complexes. Le travail de l'argent a une vocation particulière. La plupart des objets et des bijoux sont religieux pour aller à la pagode. L'argent est une spécialité de Luang Prabang parce que Luang Prabang auparavant était la capitale religieuse du Laos. Dans la région de Luang Prabang, certaines ethnies montagnardes cisèlent l'argent avec une dextérité époustouflante. En direction de Vang Vieng, la route prend dans ses lacets quelques villages accrochés à la pente. Entre les méandres de la chaussée et ceux de la rivière, la vie s'écoule au rythme des tâches quotidiennes. Le village de Kyukasham est peuplé de Hmong, une ethnie qui vit au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Bien que le gouvernement l'interdise, les Hmong pratiquent la polygamie. Ce peuple a quitté la Chine au XIXe siècle pour fuir les persécutions. Leur nombre pose aujourd'hui quelques problèmes de voisinage avec les Lao.
On rencontre les Hmong dans les différents pays de la péninsule indo-chinoise où ils s'efforcent de préserver une certaine autonomie. Le village de Bungalow porte un nom dérivé du mot français bungalow, lui-même emprunté à l'anglais. La couleur des piments qui sèchent au soleil se marie à celle des briques d'un ancien fort français. Le nom laocisé de Bungalow y trouve son origine car les soldats français qui rentraient au fort disaient « Nous allons au bungalow ». Plus au sud, Muang Nan, le plus haut relief du Laos, se hisse à plus de 2000 mètres. Une passerelle à péage permet aux piétons de franchir la partie la plus profonde du fleuve à pied sec. De l'autre côté, Vang Vieng. La localité n'a été reliée au réseau électrique qu'en 1996. La fraîcheur des produits du marché est bien connue, même pour les plus inattendus. Le rat est nettoyé juste avant d'être vendu aux consommateurs. La fraîcheur du poisson-chat ne fait pas de doute non plus. Le Pathet Lao sert la soupe populaire. Et le réparateur de vélo a plus d'un rayon à son arc. La rivière Song est un affluent du Mékong. Elle s'écoule entre des falaises de calcaire déchiquetées par l'érosion. Autour de Vang Vieng, plusieurs grottes s'ouvrent dans la roche. Elles ont souvent servi de refuge à des ermites ou aux villageois qui fuyaient les envahisseurs chinois. La vie le long des cours d'eau est largement influencée par les saisons. Pendant la saison des pluies, de juin à octobre, le niveau de l'eau peut monter brutalement et paralyser beaucoup d'activités riveraines. Lorsque disparaissent les reliefs, le paysage se métamorphose et les rizières font leur apparition. Malgré sa petite taille, le Laos pointe au 25e rang des pays producteurs de riz. En 15 ans, la production a augmenté de 30%. Les colons français qui trouvaient les Laotiens passifs disaient « Les Vietnamiens plantent le riz et les Laotiens l'écoutent pousser ». Ce n'est plus vrai du tout. Perdus en pleine nature, à Vang Sang, des statues de Bouddha suscitent un débat entre les archéologues. Datent-elles du XVIe siècle ou du XIe? Sont-elles d'origine khmer? Le doute subsiste dans leur sourire énigmatique.
Le barrage sur la rivière Nam Goum a donné naissance au plus grand lac artificiel du sud-est asiatique. Seuls les sommets qui dominaient les vallées couvertes de forêts apparaissent encore. La retenue d'eau fournit au pays une part considérable de son électricité. Elle a aussi suscité une nouvelle activité, un métier beaucoup moins classique, bûcheron sous-marin. Des centaines de milliers d'arbres, dont une bonne proportion de teck, ont été immergés par la mise en eau du barrage. Le bois de teck est imputrescible. Plus il est mouillé, et plus il est résistant. Et comme la valeur du bois a sensiblement augmenté ces 20 dernières années, de nombreux habitants de la région se sont recyclés dans une forme de pêche sous-marine miraculeuse, où le harpon est remplacé par la tronçonneuse. Même si les troncs les plus gros se font rares, l'activité reste suffisamment lucrative. คิวหนึ่งประมาณ100,000 ปลายกีบ Un mètre cube de ce bois qu'on a monté est vendu à peu près 100 000 kibs. เพราะว่าเฮือมันเป็นเฮือเฮาเฮ็ดเองตัดเอง Oui, il gagne bien puisque c'est son entreprise privée, son bateau est à lui et tout est bénéfice pour lui. เป็นไม้ผสมไม้ทุกประเภทเป็นไม้ดูไม้แต้ไม้ยางไม้เปื่อยไม้แคนพวกนี้ À peu près toutes sortes de bois, surtout toutes sortes de bois précieux. Pendant la guerre du Vietnam, le nord-est du Laos fut pilonné par les bombardiers américains. La piste Ho Chi Minh passait par là. La province de Siêng Quang a beaucoup souffert de la guerre. L'aéroport a été complètement rénové. Il est devenu un facteur de développement essentiel pour toute la région. L'ancienne capitale de la province, rayée de la carte par les bombardements, a été remplacée par la ville nouvelle de Phon Savan. À 1200 mètres d'altitude, le climat est frais et tonique. Une étendue herbeuse cerne presque entièrement la ville, la plaine des Jarres. Répartis sur différents sites, plusieurs centaines de blocs de pierre se dressent sur le sol. Le plus gros pèse 6 tonnes et tous portent une ouverture semblable à celle d'une jarre. Les archéologues sont à peu près d'accord sur leur âge, 2000 ans, mais leurs avis divergent quant à l'usage de ces récipients hors du commun. Ces jarres ont servi à l'incinération des défunts pour les uns. Elles ont permis la conservation du riz ou de l'alcool pour les autres. Une certitude en tout cas, le grès dans lequel elles ont été taillées ne provient pas de la région. La fabrication des jarres a néanmoins eu lieu sur place. Au creux d'un méandre du Mékong, Vientiane, capitale du pays depuis l'époque du protectorat français. Elle n'est séparée de la Thaïlande que par la largeur du fleuve. Vientiane a conservé des proportions raisonnables et beaucoup de verdure. Les grands axes tirés au cordeau facilitent l'organisation de la ville. Les problèmes de circulation et le stress de la vie urbaine n'ont rien en commun avec ceux de Bangkok, et même dans les bus offerts par l'aide internationale, la population ne perd pas contact avec la campagne. Vientiane compte 120 000 âmes et les marchés grouillent de vie. Depuis l'ouverture du pays et son adhésion aux organismes internationaux d'Asie du Sud-Est, les Laotiens ont vite assimilé l'économie libérale et ses subtilités. Depuis, au marché du matin, les objets kitsch à la chinoise voisinent avec d'authentiques contrefaçons occidentales. Le Patussai, l'arc de triomphe version laotienne, a été construit dans les années 1960 à la gloire des morts des différentes guerres.
Il aurait été achevé avec du ciment américain qui devait servir à la construction d'une piste d'aviation. Le Wat Sisaket est le plus vieux temple de Vientiane. Pourtant, il ne date que du 19e siècle. Lorsque les Siamois réprimèrent une rébellion des Lao en 1828, ils mirent la ville à sac mais ne touchèrent pas à cet édifice qui leur rappelait leur propre temple. Même si les ressemblances avec les temples thaïs sont évidentes, le Wat Sisaket comporte de nombreuses particularités. Par exemple, des niches murales qui abritent par milliers des statuettes de Bouddha en argent ou en céramique. L'ancien temple royal, le Wat Prakeo, aurait été édifié au XVIe siècle. Il a été démoli, toujours en 1828, lors de la guerre contre les Siamois. Ceux-ci emportèrent alors le célèbre Bouddha d'émeraude, qui depuis se trouve à Bangkok. Reconstruit au XXe siècle, le bâtiment est devenu un musée où sont rassemblées de nombreuses pièces d'art religieux. Le Tat Dam, le stupa noir, abriterait un dragon protecteur de la ville. Le Wat Ong Te joue un rôle important au Laos car c'est ici que les bonzes viennent étudier et enseigner les préceptes bouddhiques. Wat Ong Te signifie « temple du Bouddha lourd ». Il porte bien son nom. Le Wat Simwang est réputé pour exaucer les vœux. Pendant les festivités de Pi Mai, les fidèles multiplient les offrandes. La religion bouddhiste prévoit en effet d'accompagner chaque vœu d'offrandes plus ou moins substantielles. Corbeilles de fleurs et de fruits, oiseaux à libérer de leur cage, argent comptant. D'autres Wat sont réputés pour leurs cours de méditation bouddhique où l'on exige une discipline sévère du corps et de l'esprit. Les vertus des plantes médicinales sont utilisées dans certains temples à des fins multiples. Leurs bienfaits sont parfois administrés par des bains de vapeur brûlante dans un sauna sur pilotis. Le Wat Pratat Luang est un monument phare au Laos par son histoire et son prestige. D'après la légende, un temple aurait été élevé ici dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ pour accueillir une relique de Bouddha. L'édifice a été redoré en 1995 pour le 20e anniversaire de la République Lao. Le soir, en fin de semaine, les berges du Mékong s'animent. Comme beaucoup d'Asiatiques, les Laotiens adorent les jeux de hasard. Et le théâtre populaire attire la foule, tous âges confondus. Après Vientiane, le Mékong décrit une large boucle vers le nord, puis met le cap au sud. D'imprévisibles bancs de sable compliquent souvent la navigation. Les pièges à poissons et les cultures à même la rive annoncent la proximité d'un village. Pour la grande majorité de la population rurale, le travail de la terre n'est qu'une activité de subsistance qui ne dégage aucune richesse. Dans les villages les plus reculés, à côté du temple et du cimetière, les écoles ont fait leur apparition. Le système scolaire est bien organisé, mais la fréquentation laisse à désirer et l'illettrisme est loin d'être éradiqué, surtout chez les femmes. Les arbres tentaculaires de la forêt tropicale étouffent les vestiges de Muang,
un ancien temple khmer antérieur au IXe siècle et donc plus vieux que ceux d'Angkor. De Luang Prabang à la frontière cambodgienne, hormis quelques rapides, le Mékong est navigable toute l'année. Pendant la saison des pluies, le fleuve peut atteindre ici 15 km de large. Il annonce ainsi l'immense delta qu'il formera au Vietnam. Dans le sud, le plateau fertile des Boloven se prête aux cultures développées par les colons français. L'EVA, originaire d'Amérique latine, produit le latex, lui-même à l'origine du caoutchouc naturel. Le climat est également favorable aux plants de caféiers originaires d'Afrique. Les graines de ces petits fruits fourniront d'excellents cafés Robusta et Arabica qui se vendent à des prix très élevés. Le village de Co Phung est peuplé par des représentants de l'ethnie Kalen, venus d'une région proche du Vietnam. Le chef du village explique pourquoi ils sont ici et pourquoi ils ont renoncé au culte des esprits. On a déménagé ici depuis 1945 à cause de la famine, à cause de la sécheresse. Là-bas, la région est montagneuse, il n'y a pas beaucoup de terre à cultiver et en plus, c'est loin de la ville, près du Vietnam. Ici, la vie est plus facile. Les tribus animistes ont tendance à disparaître car les esprits ne suffisent plus à guérir les maladies. C'est ainsi que les habitants de Co Phung se sont tournés vers la religion catholique. Du plateau des Boloven, les cascades de Tat Phan se jettent d'une hauteur de 120 mètres. Certains villages aux maisons sur pilotis appartiennent à l'ethnie Katu. Chez les Katu, on fume la pipe dès le plus jeune âge, sans doute parce qu'on a appris à suivre l'exemple des grands. On fume toutes générations confondues et les cigares ne manquent pas d'allure. Dans le village Nhieu, une autre ethnie, les tâches ne sont pas réparties selon la force physique. Ce sont les hommes qui décident du nombre de buffles sacrifiés après la récolte pour honorer les esprits. Selon l'abondance de la moisson ou l'importance du cheptel, on immole au moins un animal attaché à un pieu de bois. Mort, on lui coupe les oreilles que l'on jette dans un panier. Le village de Huey Hun est également peuplé par des Katu. Le tissage est leur spécialité. La technique du métier est ici originale, rustique, efficace. Rustique et original, il en va de même pour le pilon Harry, qui de plus est automatique. La ville de Paksé commande l'entrée aux provinces méridionales du pays. L'animation est grande dans cette localité fondée par les Français au tout début du XXe siècle. Et la prospérité, même si elle est relative, se lie aussi bien sur les édifices traditionnels qu'à travers ceux qui abritent les institutions de la province de Champasak, enrichis par le commerce avec la Thaïlande voisine. Le bac y conduit d'ailleurs. Le Laos n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Mais le pays s'ouvre au monde moderne et veut faire connaître sa culture. À son rythme, au rythme du Mékong.